Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il y a des rendez-vous qui dépassent le sport, des échéances qui concentrent des années de travail, de sacrifices, de remise en question, d'espoirs silencieux et de rêves immenses. Les championnats du monde font partie de cela. Du 11 au 23 août, les meilleurs chevaux, cavaliers, voltigeurs et meneurs de la planète se retrouveront à Aix-la-Chapelle, lieu mythique des sports équestres, pour défendre les couleurs de leur nation. Et puis le 28 novembre, c'est à Aloula, en Arabie Saoudite, que les Bleus de l'Endurance tenteront de décrocher un nouveau titre mondial. Cette année, avec la Fédération française d'équitation, nous avons eu envie de vous emmener là où tout commence vraiment, dans les coulisses de la préparation au très haut niveau. Bienvenue dans Entre Cavaliers, une série portée par les cavaliers et staff de l'équipe de France. Ces 10 épisodes ont été imaginés par Aymen Kesrian et la Fédération française d'équitation pour entrer au cœur de l'équipe de France d'équitation, comprendre ce qui se joue avant une grande échéance et découvrir ce que le haut niveau exige réellement des femmes, des hommes et des chevaux. Pendant plusieurs semaines, nous allons partir à la rencontre des grandes disciplines qui font vibrer notre sport. Le saut d'obstacle, le concours complet, le dressage. Mais aussi ouvrir les portes de disciplines plus confidentielles, moins médiatisées et pourtant absolument fascinantes. Le paradressage, la voltige, l'attelage, l'endurance. On parlera de relations avec les chevaux, de bien-être animal, de préparation mentale, de méthodes d'entraînement, de collectif, de confiance, de résilience, de performance. On parlera aussi bien sûr d'émotions, parce qu'avant les médailles, avant les hymnes, avant les podiums, il y a des histoires humaines, des histoires de passion, d'engagement total et de quête d'excellence. Pour nous, cette série représente énormément parce qu'elle nous permet de raconter ce sport autrement, peut-être plus en profondeur, grâce à la générosité et l'accessibilité de nos plus grands champions. Et parce que collaborer avec la Fédération française d'équitation autour d'un projet comme celui-ci est une immense fierté pour nous. Alors installez-vous avec nous, prenez le temps d'entrer dans les coulisses du très haut niveau et bienvenue dans cette discussion entre cavaliers. Depuis une dizaine d'années, la Fédération française d'équitation accompagne les athlètes de l'équipe de France pour les sensibiliser à l'importance d'acquérir une condition physique optimale pour accompagner leur démarche de performance. Mais s'agit-il uniquement d'un travail à faire pour nourrir la performance ? Notre condition physique n'aurait-elle pas aussi un impact sur le bien-être de notre cheval, sur la longévité de notre carrière ? Pour ce nouvel épisode Entre Cavaliers, nous avons eu envie de réfléchir au rôle que joue la forme physique d'un cavalier dans son rapport avec le cheval et dans sa quête de performance. Pour mieux comprendre les enjeux de la préparation physique pour les cavaliers, nous avons d'abord rencontré Charles Lenavenec, préparateur physique et réathlétiseur au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation à Saumur. Il accompagne les cavaliers des équipes de France dans la gestion de leur préparation physique. Si les enjeux de préparation physique ont investi progressivement les plannings des cavaliers, qu'ils soient professionnels ou amateurs, depuis quelques années, c'est une vague qui suit un sillon bien précurseur, celui de nos cavaliers d'endurance. Dans cette discipline, les athlètes se sont saisis des enjeux de préparation physique depuis bien plus longtemps. Ils ont d'ailleurs des connaissances, des compétences très abouties sur les questions de physiologie, de sciences de l'entraînement, humaines et équines. Ces compétences bien spécifiques, presque scientifiques, sont une condition sine qua non en endurance pour parvenir à courir 160 km en une journée avec un cheval, le format de course que l'on retrouve au championnat du monde. Nous avons également rencontré Virginie Adjé et France Paul, cavalière de l'équipe de France d'endurance, et Christophe Pellissier, vétérinaire de l'équipe de France d'endurance, pour trouver avec eux les analogies entre l'entraînement de l'athlète humain et de l'athlète cheval. Souplesse, équilibre, gainage, respiration, proprioception, récupération. Vous le verrez, il y a d'innombrables facteurs à appréhender et à construire lorsqu'il s'agit de préparation physique. Parfait.
Bonjour Charles Navenec. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui ici à Saumur, à l'IFCE, au cœur du centre médico-sportif, donc des cavaliers qui s'entraînent ici, que ce soit les cavaliers en toutes disciplines confondues. J'ai vu les voltigeurs s'entraîner juste avant et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ici chaque semaine. Dans cet épisode, on va justement parler de préparation physique, que ce soit des chevaux, mais aussi des cavaliers. Et l'idée, c'est de voir un peu s'il y a des points communs et des différences dans leur entraînement. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez vous présenter, parce que l'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est vous qui prenez la parole aujourd'hui, me dire qui vous êtes et puis quel est votre rôle. Du coup, moi, c'est Charles Navenec. Je suis préparateur physique et réathlétiseur et je suis coordinateur des activités du centre médico-sportif, donc à l'IFCE. Et je suis également intervenant pour la Fédération française d'équitation, où j'interviens auprès de l'ensemble des équipes de France pour la préparation physique et puis le suivi de la condition athlétique sur l'ensemble des stages fédéraux. Alors, peut-être un peu plus pratico-pratique, qu'est-ce que vous faites chaque semaine ? Quel est votre calendrier ? Quel est votre agenda ? Avec qui est-ce que vous travaillez ? Et comment est-ce que vous travaillez avec ces cavaliers, ces sportifs ? Alors pour parler ici au centre médico-sportif, donc on va avoir un peu tous les cavaliers, on va voir ici les écuries du cadre noir, on va voir les stagiaires qui sont en formation chez nous, donc les stagiaires qui vont passer le diplôme du BPGEPS jusqu'au DES GEPS. On accueille aussi les cavaliers du pôle France jeunes de concours complet, donc qui sont ici à l'année, qui s'entraînent à l'année ici. Et on a également le pôle France de paradressage, ou en tout cas on a Chiara Zenati qui s'entraîne ici également. Donc durant la semaine, je vais tous les voir. Suivant la période compétition ou repos, je vais les voir plusieurs fois par semaine. Et du coup, on va travailler sur les différentes qualités physiques du cavalier. Donc en fonction de sa discipline, en fonction de l'individu, puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes d'entraînement physique. Donc on adapte tout ça au quotidien pour proposer le meilleur accompagnement, le meilleur suivi pour optimiser leur qualité physique et faire en sorte qu'ils soient performants à cheval et qu'ils aient, d'un point de vue santé, le moins de douleurs possible et qu'on diminue, qu'on réduise un peu le risque d'apparition de blessures. Ok, ça c'est très intéressant, le fait de prévenir potentiellement des blessures. Mais ma question, c'est de savoir en quoi est-ce que la préparation physique du cavalier, elle joue, elle a une importance, un lien sur la performance d'un couple cavalier-cheval. Alors, je vais prendre sur 3 grands objectifs pour résumer et que tout le monde comprenne bien la vision que j'amène par la préparation physique. Le premier objectif, l'objectif de santé, c'est déjà faire en sorte que le cavalier monte sans douleur. Puisqu'un cavalier qui va monter avec une douleur ou une gêne, il va avoir des compensations. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Un cavalier qui va avoir une douleur au genou gauche, consciemment ou non, il va reporter son poids du côté droit. Donc ça va avoir in fine un impact sur le fonctionnement du cheval. Dans un objectif de performance, nous, ce qu'on veut, c'est justement que le cavalier gêne le moins possible son cheval pour qu'il puisse exprimer sa locomotion et du coup être performant. Donc plus un cavalier va avoir une condition physique adaptée à sa pratique, justement, plus il va pouvoir accompagner ses chevaux sur les sauts, etc. Il sera plus en symbiose, plus synchronisé avec son cheval. Et du coup, on rentre dans ce deuxième objectif qui est la performance. Et puis, on va avoir l'objectif de bien-être animal. Ça résume un peu ce que je viens de dire, mais un cavalier qui a une condition physique adaptée à sa pratique aura peut-être moins de mouvements parasites à cheval, donc il va moins gêner son cheval. Donc s'il gêne moins son cheval, il sera mieux. Et du coup, on rentre un peu dans cette dimension de bien-être animal qui est fondamentale, puisque la particularité de notre discipline, c'est qu'on fait intervenir un être vivant, le cheval. Ça, c'est super intéressant, je trouve, parce qu'on parle du bien-être animal depuis quelques années, énormément, évidemment. Nous, dans notre podcast, c'est le cœur de nos discussions. Et la préparation physique aussi, on en parle depuis quelques années seulement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer spécifiquement en quoi la préparation sportive du cavalier, elle va avoir un impact vraiment important sur le bien-être du cheval ? Alors, il va y avoir, je vais essayer de répondre avec deux grands axes. Le premier, c'est que par l'entraînement physique, donc le cavalier qui va avoir une meilleure conscience de son corps dans l'espace, une meilleure maîtrise de son corps, va être plus synchronisé avec son cheval, elle va donc moins le gêner
que ce soit en dressage, en CSO, en concours complet, en endurance, peu importe. Donc on rentre dans ces notions de bien-être animal. Et le deuxième axe que je trouve très intéressant, que j'ai constaté au fur et à mesure de mes années à entraîner les cavaliers, c'est aussi la prise de conscience de ce qu'est l'entraînement, de manière très générale. Lorsqu'on va avoir une séance en salle de préparation physique qui va être très intense, peut-être que les jours qui vont suivre, on va être sur un état de forme un peu plus fatigué, pourquoi pas avoir des courbatures. Donc on va adapter l'entraînement les jours suivants. Et du coup, c'est la même chose pour le cheval. Et certains cavaliers se rendent compte que parfois, quand ils font une grosse séance avec leur cheval, peut-être que le jour d'après, il va falloir adapter un peu la séance. Et du coup, on rentre vraiment dans cette dimension de l'entraînement et du coup du bien-être animal, puisqu'on se met à réfléchir et à réorganiser potentiellement l'entraînement de ses chevaux en ayant pris connaissance aussi de son propre entraînement. Donc je trouve que le lien se fait vraiment facilement entre les deux. Et puis on demande à nos chevaux d'être performants, ce sont des athlètes, des sportifs. Donc j'estime qu'en tant que cavalier, en tant qu'entraîneur, moniteur, on se doit aussi d'être physiquement, en tout cas, en condition pour comprendre ce qu'on demande à nos chevaux et pour être efficace ensuite sur les terrains de compétition. Ça, je vais faire tout de suite le parallèle, mais c'est vrai qu'on pense souvent que l'équitation est un sport pour le cheval. Est-ce que d'après vous, le cavalier est aussi un sportif de haut niveau ? Oui, le cavalier est un sportif de haut niveau qui a ses particularités aussi. Quand on regarde vraiment les cavaliers de haut niveau, ils ne sont pas que cavaliers. Donc ils peuvent être gestionnaires d'une entreprise, ils peuvent être propriétaires, ils peuvent être entraîneurs aussi. Enfin, ils ont une multitude de casquettes qui fait toute la particularité du cavalier de haut niveau. Donc justement, si on revient sur la partie préparation physique, forcément on va adapter l'entraînement à l'individu et à ses multiples casquettes. Donc peut-être qu'avec un cavalier de haut niveau qui va monter 8 à 10 chevaux par jour, on va faire beaucoup plus attention à sa récupération, donc avec des séances beaucoup plus courtes, peut-être un peu moins intenses, mais qui vont plus convenir à son fonctionnement. Alors qu'à l'inverse, un cavalier qui va monter 2 chevaux par jour ou que plusieurs fois par semaine, là la préparation physique prendra un peu plus d'importance puisqu'il aura le temps et ça lui permettra de pouvoir, d'optimiser ses qualités physiques pour la pratique équestre en dehors de monter à cheval. Donc ça peut même être un accélérateur de la performance. Donc en fait, c'est une réponse qui peut être un peu bateau, mais tout dépend du contexte. En fonction du cavalier qu'on a en face de nous, on va adapter l'entraînement et l'entraînement ne peut pas être le même pour un amateur que pour un cavalier de haut niveau. Et ensuite, si on prend l'exemple des cavaliers de haut niveau, en fonction de leur quotidien, je veux dire, forcément on est obligé d'adapter leur entraînement. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ressemblent les entraînements sportifs ici des cavaliers dont vous vous occupez ? Alors on a parlé des voltigeurs, ça c'est quand même très spécifique j'imagine. Il y a les cavaliers du cadre noir et il y a les stagiaires, les élèves. Là on est dans la salle de sport du centre médico-sportif. À côté de nous il y a une mini piste d'athlétisme très courte, mais j'imagine qu'elle sert à quelque chose. À quoi est-ce que ça ressemble les séances ici pour les cavaliers ? Alors, et puis je rajoute à ça, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et puis ça me semble quand même fondamental, on accueille ici aussi les stages des équipes de France de concours complet. Donc, des stages fédéraux, notamment avec les championnats du monde qui approchent. Et du coup, on a justement le centre médico-sportif qui est mis à disposition, où on retrouve différents espaces de travail. Donc la salle où on se trouve ici, où on a tout l'aspect, je veux dire, renforcement, avec différentes machines, de l'espace pour pouvoir travailler au sol. On a à côté de nous un espace dédié à la récupération, donc nous à l'hydro-récupération, puisqu'on a un bain chaud, un bain froid à 7 degrés, un sauna qui nous permet justement d'optimiser la récupération des cavaliers. Et puis on a cette fameuse piste d'athlétisme qui a été ajoutée au centre médico-sportif, qui nous permet déjà de travailler en extérieur. Et puis qui nous permet, notamment sur du travail de réathlétisation, donc s'il y a des blessures sur les membres inférieurs, d'avoir un sol avec une matière un peu particulière, avec un peu plus d'accroche, qui nous permet justement c'est un outil de travail pour faciliter parfois la réathlétisation, notamment sur les membres inférieurs, donc sur les jambes du cavalier. Est-ce que vous les envoyez courir un peu, ces cavaliers ? Il y a beaucoup de machines de musculation, etc. Mais est-ce que vous travaillez un peu le cardio Alors, oui, bien sûr. L'endurance, le cardio est une des qualités physiques que l'on retrouve chez le cavalier. Encore une fois, ça va dépendre aussi du cavalier.
S'il va monter 10 chevaux par jour, peut-être que son cardio va être suffisant. À l'inverse, celui qui va monter qu'un cheval, peut-être qu'il va devoir travailler cet aspect-là. Donc tout dépend de l'individu. Oui, on le travaille bien évidemment. Et puis je rebondis sur le fait qu'on ait beaucoup de machines ici. C'est vrai parce que ce sont des outils pour atteindre certains objectifs, mais pour le cavalier, on va aussi beaucoup travailler au poids du corps, sur des tapis au sol, sur du travail de mobilité, enfin, voilà, des choses d'équilibre notamment, et puis surtout sur des choses qu'ils peuvent réutiliser derrière chez eux. Est-ce que vous pouvez nous dire si d'après vous, il y a aussi des différences dans l'entraînement, dans la préparation en fonction des disciplines ? Oui, bien sûr. Alors, on va avoir une base commune à toutes les disciplines, une base de renforcement général, préventif, on va dire. Et ensuite, en fonction des disciplines, on va avoir des spécificités, des particularités. Par exemple, le cavalier de dressage, on va chercher une certaine stabilité, une fixité dans le buste, avec des mouvements qui sont assez fins. Alors que sur le CSO, on va avoir des mouvements qui sont beaucoup plus explosifs, avec une variation de l'équilibre. Si je parle du cross, c'est encore plus accentué sur cette notion d'équilibre où ils vont varier en plus sur un terrain qui va être vallonné, sur des profils d'obstacles différents. Donc la préparation physique va être différente, plus explosive. Ou si je prends l'exemple de l'endurance, où là il y a vraiment cette notion d'endurance, d'être capable de tenir l'effort longtemps sur une position, sur un équilibre qui est aussi particulier. Donc voilà, la préparation physique, on doit vraiment l'adapter à la discipline. Et si on prend l'exemple de l'endurance, puisque c'est quand même une des disciplines que tu suis de manière peut-être un peu plus spécialisée même. Nous, c'est une discipline sur laquelle on est assez peu connaisseuse. D'ailleurs, on est ravis d'aller très bientôt rencontrer les cavaliers d'endurance pour en savoir un peu plus. Mais les cavaliers passent beaucoup d'heures à cheval. Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'eux, ils apprennent surtout à gérer cet effort long sans dépasser une certaine limite physique, peut-être ? La gestion de l'effort en endurance, c'est vrai qu'elle est particulière parce que les épreuves durent longtemps. Et l'aspect que je n'ai pas encore abordé jusque-là, c'est aussi toute la dimension mentale, mais notamment le fait de rester lucide. Donc sur une course d'endurance, c'est très long, ils sont en équipe, donc il y a différentes stratégies qui se mettent en place. Il ne faut pas que leur condition physique soit un frein à leur performance. Notamment si physiquement ils sont peut-être en dessous du niveau de l'épreuve, peut-être qu'à la fin ils vont être un peu moins lucides, donc ils vont peut-être prendre le risque de prendre une mauvaise décision qui pourrait influencer la performance et puis, je ne vais pas dire être catastrophique, mais ça pourrait être vraiment un frein à la performance. Donc oui, le cavalier d'endurance doit faire attention aussi à sa condition physique et doit adapter son entraînement puisque les épreuves sont de longue durée. Donc c'est un entraînement bien spécifique et on va avoir la partie alimentation qui va être aussi ultra intéressante puisque sur des heures d'effort comme ça, il va falloir un apport glucidique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour rester lucide, il y a aussi tout cet aspect nutritif à prendre en compte. Donc l'endurance, c'est vraiment une pratique très intéressante, que ce soit dans l'entraînement du cheval, dans l'entraînement du cavalier ou dans l'entraînement du couple. Quand vous recevez ici ou alors quand vous avez l'occasion de suivre les cavaliers de l'équipe de France dans leur préparation physique, est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est répandue ? Parce que oui, quand ils sont là, évidemment, ils le font, ils travaillent avec vous, mais quand ils rentrent chez eux, je pense notamment aux cavaliers de complet qui viennent et qui repartent, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont impliqués dans cette pratique ? Est-ce qu'il y a des disciplines plus impliquées que d'autres ? Quel constat est-ce qu'on fait aujourd'hui de la prépa physique ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a quelques années, on en entendait parler, mais il n'y avait pas grand-chose qui était mis en place, ou en tout cas, les gens ne savaient pas forcément quoi mettre en place. Maintenant, ça a quand même bien évolué. Déjà, avec la fédération, le fait que je sois présent sur la plupart des stages fédéraux dès les équipes de France jeunes, du coup, ça rentre aussi dans leur culture. Le fait qu'il va y avoir de la préparation physique, qu'il faut prendre en compte cet aspect-là. Et du coup, chez les seniors, effectivement, on se retrouve avec des cavaliers qui prennent soin d'eux. Donc ça peut être soit par un entraînement physique personnel, soit parce qu'ils ont un coach sportif, ou ils ont du moins accès à un staff médical et paramédical. C'est-à-dire que s'il y a besoin, s'il y a un doute, ils ont accès à un kiné, à un ostéopathe ou à un médecin. Et tout ça, ça englobe et ça rentre vraiment dans cette dimension de l'entraînement physique. Donc oui, il y a eu
une vraie évolution. Les cavaliers sont, je trouve, beaucoup plus sportifs, font beaucoup plus attention à eux. Et ça va avec la modernisation de notre discipline. Comme partout, il y en a qui sont réfractaires, qui ne voient pas forcément l'intérêt. Après, il y a eu des gars, je sais plus son nom, je ne veux pas dire de bêtises et pas le citer pour rien, mais Michel Robert, qui s'était mis à faire du yoga. Et qui, grâce à sa pratique du yoga, a pu continuer à être performant et peut continuer à être en compétition. Ça, je ne l'ai pas abordé, mais on pourrait en parler pendant des heures. L'équitation, c'est quand même une des rares disciplines où on peut être performant durant des années, ou du moins on va pratiquer le sport à haut niveau pendant des années. Donc, si on ne veut pas à un moment, encore une fois, que la condition physique soit un frein à sa pratique, mais il faut en prendre soin, il faut faire attention à soi pour perdurer et avoir cette notion de longévité de carrière aussi. Je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on puisse citer. Nous, on a reçu Michel il y a quelques années maintenant dans le podcast et il faisait déjà énormément de yoga et aujourd'hui, c'est même encore plus, je crois. Et quand on voit aujourd'hui la carrière qu'il a, la façon qu'il a de monter à cheval encore à l'âge qu'il a, c'est, je pense, un des meilleurs ambassadeurs de la préparation physique. Et il y en a plein maintenant, je pourrais en citer plein, mais on a Pauline Basquin ici en dressage qui a passé énormément de temps ici à s'entraîner. On a eu Céline Gerny sur le paradressage où, comme pour Chiara Zenati, la préparation physique a vraiment un rôle majeur dans leur entraînement du fait de leur handicap. Et on va retrouver aussi des Alexis Goury. Qui ont vraiment une condition physique super et qui transmettent... Qui courent beaucoup d'ailleurs. Qui courent beaucoup, mais vraiment la nouvelle génération aussi amène une nouvelle image de la discipline équestre et à mon sens c'est vraiment positif. Justement, je me demandais quand vous les recevez peut-être pour la première fois ou de manière très occasionnelle ces cavaliers, qu'est-ce que vous leur dites en priorité? Peut-être quelles sont les qualités physiques ou les capacités physiques sportives qui sont indispensables en premier lieu pour performer ou en tout cas peut-être pour commencer la préparation physique? La première question déjà quand ils arrivent ici, ça va paraître tout bête mais je demande juste comment ils vont. Okay. Savoir comment ils vont. Justement, on les questionne un peu sur est-ce qu'ils ont des douleurs, ou est-ce que physiquement ça va. Et une fois qu'on comprend un peu comment ils fonctionnent, on va regarder si pour eux, ça serait plutôt l'aspect cardio qu'il faudrait développer ou si c'est plutôt l'aspect renforcement. On sait qu'en équitation, on va avoir une base générale, donc surtout de prévention. On sait que le bas du dos peut être très sollicité, donc on a vraiment un travail de renforcement et de mobilité au niveau de la sangle abdominale. Tout ce qui est adducteur, on sait que les adducteurs peuvent être très sensibles aussi, donc on peut orienter sur un travail de ce type. Voilà un peu pour les généralités. Après, ce que je propose aux cavaliers quand ils sont vraiment de passage, en fonction, encore une fois, du contexte, etc., ça va être de réaliser quelques mouvements à l'échauffement. Par exemple, s'ils n'ont pas le temps, simplement prendre 5 minutes pour s'échauffer avant de monter à cheval, ça fera partie de l'entraînement physique. On parle beaucoup de haut niveau, surtout dans notre podcast, mais on a envie, avec cette série d'épisodes pour la fédération, de s'adresser aussi au grand public, aux passionnés de chevaux, à ceux qui débutent aussi, à tous ces cavaliers dans les centres équestres qui ont envie d'apprendre des choses. En quoi est-ce que, d'après vous, la préparation physique, elle est aussi utile dans ces structures qui sont différentes, qui sont peut-être des plus grosses structures avec plus de public et surtout un public plus jeune en termes d'expérience? Mais déjà, je pense qu'avec le haut niveau qui a diffusé justement et transmis ces pratiques-là, je prends l'exemple de Karim Lagouag, Michel Robert, tous ces cavaliers, ça donne aussi l'intérêt aux nouvelles générations, aux jeunes qui sont dans nos centres équestres, dans les clubs. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. En fait, dans les clubs, les centres équestres, c'est quand même c'est la base de la pyramide. C'est là où peut-être les futurs professionnels vont émerger. Mais en tout cas, c'est avec eux, je pense, qu'il faut commencer. Donc, leur inculquer, avant de me mettre à poney ou à cheval, tous ensemble, on va prendre 5 minutes pour s'échauffer. Des choses basiques, mais faire quelques mouvements de flexion de jambes, des squats, tenir en équilibre sur une jambe, des choses un peu ludiques pour faire vivre l'échauffement. Et ça, je pense que ça passe aussi par la formation des moniteurs et des entraîneurs. C'est un peu aussi notre rôle ici à l'IFCE, mais je pense que c'est vers eux qu'il faut se diriger. Au contraire, c'est vers eux qu'il faut...
il faut qu'ils prennent conscience de l'intérêt qu'a la préparation physique, enfin le sport de manière générale, pour eux, pour leur bien-être déjà, et ensuite pour leur pratique à cheval. Vous pensez que d'ici quelques années, on leur inculquera plus à eux, à ces formateurs, à ces enseignants, à préparer mieux leurs cavaliers ? Oui, je pense qu'il y a une vraie acculturation à l'entraînement physique, la préparation physique. Les futurs entraîneurs sont de plus en plus sensibles et sensibilisés à ces pratiques. Et je pense qu'effectivement, ça prendra du temps, mais qu'on arrivera forcément à avoir des cavaliers plus sportifs qui vont prendre un peu plus de temps pour eux dans nos centres équestres, dans les clubs, pour s'échauffer, même si c'est que 5 minutes. Si on prend 5 minutes sur 365 jours, je crois que ça représente à peu près 35 heures, c'est un peu moins. C'est 35 heures d'entraînement. Donc c'est 35 heures où, juste en prenant 5 minutes par jour, en fait, on va développer des qualités physiques chez le cavalier. Ça peut être l'équilibre, la force des jambes, peu importe. Et puis, si je parle des centres équestres et des clubs, c'est aussi 5 minutes où on préserve le dos de nos poneys, enfin en tout cas de notre cavalerie. Donc on économise, on va dire, une trentaine d'heures à nos chevaux. Donc on rentre encore une fois dans cette dimension de bien-être animal. Et je pense vraiment qu'on va tendre vers ça. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très positif pour le milieu équestre. Alors justement, Charles, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits tips, des exercices simples de renforcement ou de mobilité qu'on pourrait conseiller à tous les cavaliers, quel que soit le niveau, pour mieux monter et peut-être préserver un peu plus son corps? Alors, c'est toujours un peu difficile de répondre à cette question, surtout à l'oral. La fédération diffuse des vidéos où j'ai fait des vidéos aussi avec eux où on retrouve des exercices, notamment pour l'échauffement. Après, le conseil que je pourrais donner, c'est de pratiquer une activité sportive qui vous fait plaisir. Si vous aimez bien courir, allez courir 2-3 fois 20 minutes dans la semaine. Ça sera bénéfique à votre pratique si vous ne pratiquez pas d'autres activités sportives à côté. Si vous aimez la natation, allez nager. Si vous voulez aller faire un foot avec les copains, allez faire un foot avec les copains. Peu importe, mais commencez par une activité qui vous plaît. C'est ce qui vous permettra de conserver cette activité. Parce que vouloir se dire, ok, je me mets à la prépa, donc on va rentrer sur des protocoles assez stricts, assez sérieux, on va tenir une semaine, 2 semaines, puis ça va être lassant, on va être fatigué, et puis on va lâcher le truc. La pratique de l'équitation, du point de vue physique, ne se suffit pas à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité complémentaire, et c'est là où justement on peut avoir une activité qui nous plaît, et c'est là où ce sera le plus intéressant et le plus complémentaire à la pratique équestre. Après, évidemment, si on revient un peu sur le haut niveau, évidemment que là, on va être beaucoup plus précis et on va peut-être déconseiller à un cavalier de haut niveau d'aller faire un sport asymétrique et d'aller faire du tennis 20 heures par semaine. Je pense que là, effectivement, on aurait peut-être un risque de dégrader la pratique équestre, enfin la performance à cheval. Mais pour le grand public, faire une activité complémentaire, ça sera forcément bénéfique pour sa pratique équestre. On a beaucoup parlé de sport, de prépa physique, mais c'est vrai que nous, on voit les cavaliers de jumping, mais même d'ailleurs les cavaliers de dressage ou de concours complet, quand ils sont en effort pendant tout un week-end, enfin un gros week-end, 4-5 jours d'affilée, où ils peuvent parfois monter mais ça peut aller jusqu'à 7 ou 8 chevaux par jour. C'est quand même un sport qui est dur physiquement parce que ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que de manière un peu plus globale, la préparation physique, elle passe pas aussi par d'autres temps, des temps peut-être de récup, mais aussi peut-être par l'alimentation? Est-ce que tu as quelque chose peut-être à ajouter là-dessus sur cette globalité de la préparation physique et qui ne se concentre pas que dans des exercices de préparation de muscu, etc. Oui, bien sûr. Dans l'entraînement, que ce soit pour les chevaux ou les humains, au bout d'un moment, s'entraîner, entre guillemets, on sait faire. On sait s'entraîner, développer nos qualités physiques, etc. Là où on va faire la différence et où on va être performant, justement, c'est en jouant sur la récupération. Plus un sportif est capable de récupérer rapidement, plus il peut s'entraîner de nouveau, et ainsi de suite. Et plus on s'entraîne, plus on devient performant. Ça, c'est un peu la partie théorique et logique. Et la récupération, du coup, joue un rôle fondamental, primordial dans la performance. Et la récupération, ça va passer déjà par le sommeil, ça c'est la base, donc avoir un sommeil de qualité, dormir suffisamment, ça c'est vraiment super important. Deuxième point, c'est tout ce qui va être lié à l'alimentation. L'alimentation et l'hydratation, c'est ce qui nous permet d'avoir l'énergie justement pour nos journées, pour la compétition. Donc manger un peu de tout. Je ne vais pas répéter
tout ce qui se dit, mais voilà, faire attention à ce qu'on mange, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais voilà, il faut avoir un point de vigilance en tout cas par rapport à ça. Bien penser à s'hydrater. C'est vrai que les cavaliers, même moi dans ma pratique, des fois on ne pense pas avoir la bouteille d'eau avec nous alors qu'on devrait, puisque ça rentre dans notre performance. Et ensuite on aura tous les à côté pour optimiser la récupération. Donc nous ici on a la chance d'avoir les bains chauds, bains froids, ça peut être les massages, ça peut être la cryothérapie. Après il existe plein d'outils pour optimiser la récup. Si déjà on a un bon sommeil, qu'on fait attention à son alimentation, à son hydratation, la récupération on a déjà fait 90%. Et je rajouterais juste, parce que j'y pense en parlant, pour bien récupérer, il faut déjà bien s'entraîner. C'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Si on se met à faire tous les jours de la préparation physique à très haute intensité, il y a un moment où ça ne tiendra pas et on ne pourra pas récupérer. Donc c'est savoir aussi, et c'est valable pour les chevaux, alterner entre les phases d'entraînement, les phases d'effort, et les phases de récupération. Et c'est en jouant sur ces deux phases que justement on peut progresser au fur et à mesure, en limitant au maximum les apparitions de blessures, tout en progressant le plus possible. On a interviewé Nicolas Serre. C'était hyper intéressant parce que lui nous a parlé de ça, aussi de sa gestion de son poids. Ouais. Il a été très drôle et très transparent avec nous en nous disant qu'il pouvait grossir très vite, donc il se limitait beaucoup. Et je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui de parler de ça parce qu'ils n'en parlent pas assez, les cavaliers, ou ils en parlent peu de manière générale. Mais c'est vrai que ça donne aussi un point de vue assez... réel sur le terrain de leur gestion de l'alimentation. Ouais, complètement. Puis là, du coup, on parle de tout ça en lien avec la récupération, mais on peut même parler tout simplement de l'hygiène de vie de manière générale. Et ça me fait penser, par rapport à tout ce qu'on a dit, j'ai même un collègue préparateur mental qui appuie souvent aussi le fait de l'état d'esprit. Donc, c'est bien beau de vouloir optimiser tous les facteurs de la performance, physique, tactique, mentale, technique, mais il y a aussi l'état d'esprit qui va avec. Si on a un état d'esprit justement positif, à vouloir progresser, prendre le temps, faire bien les choses, etc., c'est en jouant sur tous ces paramètres-là qu'on finira par atteindre nos objectifs. Pour faire aussi un autre parallèle, on a enregistré et diffusé déjà un épisode sur la préparation mentale dans le cadre de ces épisodes pour la Fédé. Donc, je vous invite, vous auditeurs, à aller écouter cet épisode. Pour terminer, Charles, j'ai une dernière question. Puisque c'est finalement le thème de cet épisode, quel lien, quel parallèle est-ce qu'on peut faire entre l'entraînement du cavalier, athlète, sportif, avec l'entraînement du cheval, qui est tout aussi athlète que le cavalier dans notre sport? Ouais, c'est vrai. Le lien que je pourrais faire, un peu sur le ton de l'humour, mais je dirais que c'est la même chose. En fait, si on prend juste de façon un peu plus zoomée sur une séance type, on échauffe notre cheval, on a notre corps de séance et puis on a un petit retour au calme après. Le cavalier dans son entraînement, c'est pareil, il va s'échauffer, avoir son corps de séance et son retour au calme. Et d'un point de vue un peu plus large, quand ils vont planifier l'entraînement de leurs chevaux, mais en plus, ils le font pour leurs chevaux. Donc, il y a telle échéance, ils remontent en arrière et puis ils disent, voilà, tel jour, il faut qu'on travaille à telle intensité. Le lendemain, du coup, on va faire plus cool. Ensuite, on va travailler telle qualité. Là, on va mettre une semaine de repos parce que ça va être une transition à la suite d'un concours. Ils le font pour leurs chevaux. C'est exactement pareil pour les cavaliers. On va développer telle qualité, puis telle qualité. Enfin, c'est la même chose. Ce qu'on peut peut-être aussi ajouter pour terminer cette fois, c'est que... c'est vrai qu'en plus, le système mis en place autour des chevaux est hyper important. Ils ont aujourd'hui des masseurs, des ostéos, des acupuncteurs, des magnétiseurs. Il y a tout ce qu'il faut. Vétérinaires, évidemment, maréchaux, dentistes. Est-ce que finalement, on ne prendrait pas un peu mieux soin de nos chevaux que de nous? Si, je pense qu'effectivement, on prend plus soin de nos chevaux. Il ne faut pas oublier qu'on pratique les sports équestres. L'acteur principal, c'est le cheval. Là, on a parlé beaucoup d'entraînement, du cavalier, de sa performance, etc. C'est un outil complémentaire à la pratique pour être performant, mais c'est le cheval en priorité et c'est la pratique de l'équitation en priorité. Si on veut être performant à cheval, il faut monter à cheval. Tous les à côté, ce sont des compléments à cette pratique-là. Donc surtout, on n'oublie pas, c'est le cheval qui est au centre de tout. Et nous, tous les staffs avec les préparateurs mentaux, les staffs médicaux, paramédicaux, les prépas physiques, tout ça, on est là pour
on est des accompagnateurs entre guillemets de la performance, on est des petits plus pour optimiser tous les paramètres, mais il ne faut pas oublier l'essence même de notre pratique avec le cheval au milieu, au centre. Merci beaucoup Charles. Merci à toi. Bonjour Virginie, France et Christophe. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver à Compiègne au lancement de cette compétition d'endurance. C'est, comme je vous l'expliquais la première fois, qu'on vient à la rencontre de cette discipline et on est très très heureuse de pouvoir la mettre en avant dans cette série d'épisodes pour la Fédération française d'équitation à l'occasion des championnats du monde. Dans cet épisode, on va parler de préparation physique des athlètes humains et chevaux. On a déjà échangé, comme je vous le disais, avec le préparateur physique de l'équipe de France, Charles, et on avait aussi envie d'aborder la question de la préparation des chevaux avec vous. Pour commencer, parce que je pense que notre audience est un peu comme moi, un peu néophyte de la discipline. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez rappeler assez rapidement les règles du jeu de cette discipline, les distances parcourues par les chevaux et les cavaliers, pour qu'on puisse se rendre compte de l'effort réalisé? Donc c'est une discipline qu'on peut comparer un peu à un marathon. Il y a deux types de circuits. Un circuit avec des vitesses imposées. Donc c'est plutôt un circuit de formation et de qualification, autant pour les cavaliers que pour les chevaux, qui est assez bien fait en France parce que ça va en progression. On commence par 20 km, 40 km, 60 km, ensuite 80 km. Et après, on passe sur des courses à vitesse libre, donc avec des départs qui sont groupés. Et le classement se fait à la fin, c'est le premier arrivé qui gagne. Toutes les boucles sont coupées par des contrôles vétérinaires où les vétérinaires regardent tous les critères métaboliques, donc le cardiaque, le transit, la déshydratation, les allures, pour nous donner l'autorisation de repartir sur la boucle suivante. Et la différence entre les vitesses imposées et les vitesses libres, c'est que quand on arrive en vitesse libre, le chronomètre ne s'arrête pas sur la ligne d'arrivée, mais s'arrête au moment où on rentre dans le contrôle vétérinaire. Et pour ça, il faut que nos chevaux soient passés en dessous des 64 pulsations minutes. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres à connaître sur les chevaux pour pouvoir pratiquer cette discipline. Ok, c'est très technique et j'ai la sensation que pour le coup, on peut vraiment comparer notre discipline à un marathon parce qu'on est dans des spécificités sportives, de régulation du corps du cheval qui est beaucoup plus poussée que ce que nous on connaît dans le saut d'obstacle ou dans le dressage. Alors justement, est-ce que vous pourriez un peu me parler de la préparation des chevaux d'endurance pour une compétition comme celle-ci? Comment est-ce qu'on prépare ces chevaux-là à une telle compétition en comparaison à des chevaux du discipline olympique, dressage ou saut d'obstacle ou concours complet? Il faut savoir que les chevaux qui arrivent ici sont passés justement par un système de formation et de qualification avant de pouvoir participer à des épreuves comme ça. Donc c'est assez long. Nous, on a, par rapport à beaucoup de disciplines, les chevaux arrivent à maturité peut-être à 9, 10. Ils sont même mieux entre 10 et 14 ans. Donc il faut être patient, les construire. Je sais pour ma part que dans la préparation, on le décompose vraiment en deux parties. On a une partie de foncier, du long, du lent. Ça, c'est toute la formation et on fait ça pendant pas mal d'années. On intègre là-dessus des séances de stretching, un petit peu de dressage et tout ça.
Et après, on ajoute des séances de spécifiques, mais un peu plus tard dans la formation des chevaux, quand ils ont fini un peu leur croissance et tout ça. Et sur des courses comme ça, on ajoute toute cette partie de spécifique, justement. Mais on garde toujours toute une partie de fond, de long et de lent, en fait. Christophe, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue de vétérinaire. Vous, j'imagine que vous voyez aussi des chevaux de saut d'obstacle, enfin en tout cas vous avez l'occasion d'en suivre, saut d'obstacle ou dressage ou autre. Quelle différence est-ce que vous voyez dans leur métabolisme, dans leur système de récupération, de préparation Alors c'est deux sports complètement différents où on ne demande absolument pas la même chose aux chevaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une progression très lente et progressive en endurance si on veut arriver à haut niveau. Ce qui est le cas aussi en CSO, mais ce n'est pas du tout les mêmes pratiques, les mêmes durées d'effort. Et c'est vrai que pour ce qui est de l'endurance, on leur demande quand même des durées d'effort beaucoup plus importantes et des temps d'entraînement beaucoup plus longs que ce qu'on peut avoir sur des préparations de CSO ou de complet. Comment est-ce qu'on détecte qu'un cheval possède réel potentiel pour l'endurance ? Quelle qualité physique est-ce qu'on recherche ? Alors, on repère souvent assez vite les qualités des chevaux parce qu'il y a déjà une part de génétique dans la capacité de récupération qui est intrinsèque d'un point de vue génétique, qui s'améliore en l'entraînement, mais on part quand même d'une base. Et puis les professionnels, les cavaliers habitués ont souvent rapidement l'étincelle, voient l'étincelle dans l'œil du cheval qui fait qu'il aura le mental pour performer et détecte assez rapidement les chevaux qui sortent de l'ordinaire. Après, il va falloir aussi que le reste suive, en particulier tout ce qui est locomoteur et qu'il puisse supporter les charges d'entraînement. France, peut-être, vous qui êtes cavalière internationale, est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce qu'on va entraîner un cheval dès son plus jeune âge à participer à des compétitions comme celle-ci ? Est-ce qu'il y a une méthode unique pour les préparer à ça ? Est-ce qu'ils ont une formation spécifique qui les amène à du haut niveau ? Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule méthode, puisque les chevaux en endurance sont relativement différents. On peut voir des plus petits chevaux, des plus grands chevaux, des chevaux tardifs, des chevaux précoces. Et selon moi, une des plus grandes qualités de l'entraîneur de chevaux d'endurance, c'est qu'il arrive à s'adapter à son cheval. Et même si on peut détecter des étincelles, comme vient de dire Christophe, assez rapidement chez certains chevaux, d'autres sont un peu plus timides au démarrage et peuvent se révéler au moment où justement on attaque les vitesses libres, au moment où il peut commencer à y avoir de l'enjeu. Donc je pense qu'en tant que cavalier, on doit essayer, du moins quand on le peut, vraiment d'adapter cette formation tout au long durant ces longues années de période de qualification, de détection et de formation. Et après, aujourd'hui, là, à Compiègne, il y a des chevaux qui sont là pour viser une performance et un résultat sportif. D'autres sont là aussi pour se qualifier pour la première fois sur ces distances-là. Donc, nous, entraîneurs, on n'a pas forcément préparé les chevaux qui sont ici présents, donc pas avec les mêmes objectifs, donc on les a préparés différemment. Ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est qu'on a tous des contextes d'entraînement très différents, puisque les cavaliers habitent aux quatre coins de la France. On a la chance d'avoir des épreuves d'endurance organisées un peu partout. Donc on doit aussi jongler avec ça, le contexte tout autour, qui inclut évidemment les pistes d'entraînement, la variation de dénivelé, les températures, la neige pour certains, les étés très très chauds pour d'autres. En fait, on jongle constamment. On a une trame de base et après on jongle pour s'adapter en fonction du cheval que l'on a. C'est quoi les enjeux pour ces chevaux ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas les user trop vite ? Il faut savoir être patient, parce que parfois, je vous avoue qu'on aimerait bien, on a hâte, en sensation en tant que cavalier, d'aller sur des vitesses libres avec certains chevaux, parce qu'on a envie de pouvoir les laisser dérouler comme ils vont être rapidement capables de le faire. Mais il faut savoir être vraiment patient, attendre le moment, parce que ce sont des chevaux qui sont génétiquement très souvent tardifs. Et comme l'a dit Virginie tout à l'heure, ils ont souvent un pic de forme et une solidité qui s'installe en eux réellement osseuse. Et ça, Christophe va pouvoir apporter peut-être plus d'informations sur ça tardivement. Donc si on met trop de vitesse sur ces jeunes chevaux, on peut les abîmer et du coup ils n'auront pas la carrière qu'ils seraient potentiellement capables d'avoir. Donc il faut qu'on soit relativement patient, qu'on les attende et qu'on garde des objectifs au loin. On doit toujours voir sur plusieurs années. Alors justement, Christophe, à quel âge est-ce que ces chevaux commencent à travailler ? À quel âge est-ce qu'ils commencent à être performants ? Est-ce que c'est lié justement au développement de leur corps ?
Alors en endurance, on commence les épreuves à l'âge de 4 ans, mais c'est vraiment des épreuves d'initiation puisqu'ils font 20 et 40 km. Et après on progresse 5 ans jusqu'à 60, puis 6 ans ils font 80. Ils peuvent participer à des 1 étoile sur leur fin d'année de 6 ans, mais c'est souvent un peu précoce. Ça, il y a plusieurs écoles, il y a 2 écoles, mais généralement quand même il vaut mieux les attendre. Et puis c'est les sollicitations du squelette et des tendons qui vont petit à petit amener de la robustesse. Et pour mon expérience en équipe de France, on a souvent des chaudages, très souvent. Et on a souvent couru des championnats avec des chevaux de 15-16 ans qui avaient un très beau palmarès et qui vraiment performaient sur la durée et particulièrement à partir de 13 ans ou 12 ans où ils étaient au top de leur forme. Pour qu'on puisse se rendre compte un peu, combien est-ce que vous faites de compétitions par mois ? Sur des chevaux de gros niveau comme ça, on compte en années, c'est sur une saison, on en fait 2. Ah oui, ouais. D'accord. C'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est ça aussi, c'est que du coup on est obligé pour les préserver, on programme des courses, on a des objectifs, on vise des objectifs, puis il y a la forme du jour. Et du coup c'est difficile de se dire aujourd'hui je vais en dessous alors qu'on sait qu'on n'a que 2 échéances dans l'année. Mais je pense que c'est un peu la clé pour les faire durer justement longtemps. Et c'est pour ça que sur les palmarès, souvent les chevaux qui arrivent en équipe de France, on voit qu'ils ne gagnent pas tout le temps. Ils font un coup premier, ils montrent leur capacité, puis un coup 5e, 10e, 15e. Et on se réadapte un petit peu parce qu'il faut savoir qu'il y a les 2 courses dans l'année, mais ça nous demande au minimum 3 ou 4 mois de préparation pour aller sur ces courses-là. Donc après, si on respecte les temps de repos derrière, la saison passe très très vite en fait. Et ça, les temps de repos, oui, c'est important aussi. Forcément, après 120 ou 160 km, on va respecter un temps de repos peut-être minimum de 1 mois à 6 semaines, voire 2 mois. Nous, je sais pas toi, mais en hiver, on les laisse souvent 3 mois. Alors quand on dit repos, dans notre discipline, ils vivent dehors quand même. Ils bougent beaucoup, ils marchent, ils sont jamais en statique dans un box. Donc ils sont tout le temps en mouvement et on les observe beaucoup pendant leur repos. Mais par contre, ça fait partie intégrante de la gestion de leur carrière. Nous, on couvre des événements d'ultra trail, mais c'est très très parallèle. On est, en tout cas, dans la gestion de l'effort des sportifs, c'est très parallèle à cette discipline. Il y a quand même une vraie différence, c'est que nous, il y a 2 athlètes et le principal, c'est le cheval. Un humain, il peut se dépasser. Nous, il faut qu'on préserve le corps et la tête parce qu'il faut qu'ils aient envie de nous donner tout ça. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est la réelle différence pour moi. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Virginie. Oui, c'est la grosse différence, mais la deuxième qui est quand même à noter, c'est qu'on a un vétérinaire, nous, qui nous autorise ou non à repartir sur l'étape suivante, là où l'ultra-trailer se juge et s'estime soi-même capable de repartir. Nous, en tant que cavalier, on analyse notre cheval sur la piste. On essaie en général de ne pas trop passer à côté, mais le vétérinaire nous oriente, nous dit que oui, tout est ouvert, on peut continuer. Ou au contraire, il nous alerte, il nous dit qu'il est temps de s'arrêter. Pour multiples raisons, des dérèglements métaboliques ou alors des dérèglements locomoteurs. Et c'est une vraie différence. Un ultra-trailer, il peut arriver, je doute qu'il puisse trotter brillant parfois aux arrivées, alors que nous, on nous demande que nos chevaux soient finalement comme s'ils étaient capables de repartir sur une étape supplémentaire. Et donc je rebondirai sur ce que vient de dire France. Il y a les contrôles vétérinaires, bien sûr, mais en fait, c'est la tête du cavalier qui va gérer la fougue du cheval en début d'épreuve. Et les très bons cavaliers, comme nous avons cette table, sont capables de gérer l'importance de l'effort en début de journée pour avoir de la réserve et savoir exactement où est le réservoir de fuel sur la dernière. Et ça, c'est la magie de ce sport. C'est les cavaliers qui jaugent exactement ce qu'ils ont sous la selle et qui arrivent à gérer des courses magnifiques avec des finaux, avec des sprints mémorables. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir quels sont les indicateurs qu'on va surveiller au moment où vous vérifiez les chevaux pour qu'ils puissent repartir sur une prochaine boucle. Alors, l'élément premier dans ce sport, c'est la rapidité de récupération cardiaque, puisqu'en fait, il faut que les chevaux soient en dessous ou à 64 battements par minute. Sur les championnats, les chevaux de haut niveau vont récupérer en 1-2 minutes, voire moins pour certains extraterrestres. Clairement, quand dans la journée, le temps de récupération commence à augmenter, ça veut dire que la fatigue s'installe, donc c'est déjà un premier témoin.
Après, on regarde le remplissage capillaire, des signes extérieurs qui vont nous donner l'état de déshydratation, le transit. Et sur les fins de course, on a ce qu'on appelle un réexamen, c'est-à-dire avant de repartir sur l'avant-dernière boucle ou la dernière boucle ou les deux. On a un examen vétérinaire avant de prendre le départ, 10 minutes avant, pour voir comment s'est passé le temps de repos et si on a des pathologies qui sont apparues chez le cheval, auquel cas il n'aura pas le droit de prendre le départ de la dernière boucle. Je me demandais comment est-ce qu'on optimise le temps de récupération d'un cheval quand vous le vérifiez à ces checkpoints. Comme l'a dit Christophe, il y a certains chevaux qui ont des vraies qualités intrinsèques, mais c'est pas tout, donc ça peut s'améliorer à l'entraînement par le travail et par les années de travail. Mais il y a aussi toute une gestion de la part du cavalier. En fait, ce qu'on essaye de faire le jour de la compétition, c'est de jamais les mettre dans une situation inconfortable. Ces petites choses... C'est plutôt à l'entraînement qu'on essaie de les faire progresser, qu'on peut éventuellement chercher à faire monter un petit peu le cardiaque à certains moments dans certaines phases de la préparation. Mais le jour de la course et le jour de la compétition, le but c'est que le cheval ce soit le plus constant possible pour lui, qu'il n'y ait pas trop d'écart et qu'il n'ait pas à se sursolliciter ce jour-là. Et le temps de récupération dépend aussi beaucoup de ce qu'on a fait tout au long de la boucle, si on a bien respecté les dénivelés, toutes ces choses-là. Et on commence un petit peu à faire récupérer nos chevaux, souvent sur le dernier kilomètre avant d'arriver. Ensuite, il y a tout le travail de l'équipe d'assistance pendant 7 minutes ou ces 2 minutes-là, où c'est vraiment, tout est millimétré, chacun a son rôle. Et le but, c'est vraiment de faire récupérer le cheval et surtout faire baisser sa température corporelle. Je pense qu'en plus, c'est des animaux d'habitude. Et du coup, on arrive, on les amène, donc on est dehors. On est en extérieur, même si on est en groupe et tout ça. Puis d'un coup, on arrive sur un site avec beaucoup de monde, de l'agitation, des vétérinaires, du stress, des équipes d'assistance qui sont plus ou moins rodées. Et ça, c'est pareil, c'est le fait de répéter dans leur formation, d'aller sur les courses et qu'ils aient cette décontraction. On voit quand on descend de cheval, limite que les chevaux ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent à marcher, qu'ils se décontractent, qu'ils gardent la ligne des yeux un petit peu basse. Et ça fait partie aussi du temps qu'on va gagner dans cette vitesse de récupération. En plus de l'entraînement et tout ça, il y a vraiment la décontraction. Je voulais rebondir sur l'équipe d'assistance. J'aimerais bien comprendre qui fait partie de vos équipes et quel rôle est-ce qu'il joue dans la performance. C'est comme pour le reste. Si on arrive à garder la même équipe, il se perfectionne aussi et le rôle de l'équipe d'assistance, c'est très très important. Et moi, je travaille depuis 20 ans avec mon compagnon Angel, donc il est sur toutes les grosses échéances, il est là. Et c'est important sur la phase de récupération, mais aussi sur la piste. Parce que pour nous, en CSO, on peut analyser, regarder les concurrents passer, puis se dire, là, je peux travailler ma courbe, etc. Nous, c'est difficile parce qu'en fait, on a des groupes devant, on a des groupes derrière. Des fois, on est tout devant. Enfin, on ne voit pas les autres groupes, on ne voit pas comment travaillent les autres chevaux. Et là, le rôle de l'assistance est très, très important parce qu'il nous donne des indications dès le début, dès le premier passage de route, dès le premier point d'assistance. Ils peuvent nous dire si on est plutôt bien positionné, si les groupes devant travaillent calmement ou inversement. Et tout au long de la course, ça va nous aider, nous, à orienter notre gestion de course. Donc voilà, moi, pour ma part, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe qui me suit depuis longtemps. Et du coup, c'est assez... Je pense que c'est un point fort. Christophe, de ce que j'ai compris, donc vous suivez des chevaux d'endurance depuis longtemps. Vous accompagnez forcément leurs propriétaires et cavaliers. Qu'est-ce que vous avez constaté chez le cavalier d'endurance ? Est-ce qu'il doit avoir plus d'informations peut-être qu'un cavalier d'autres disciplines sur son cheval ? Ce qui est très clair, c'est que c'est très agréable de travailler des cavaliers d'endurance, en tout cas de bon niveau, de haut niveau, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont pointus en ferrure, ils sont pointus en alimentation, ils sont pointus en physio. Rien ne peut être laissé de côté. On ne peut pas performer, il faut avoir vraiment un œil sur tous les volets de la préparation. Et voilà, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans d'autres disciplines forcément. Et là, on a vraiment un grand nombre d'hommes de chevaux qui sont à haut niveau. Vous avez parlé du fait que pendant l'hiver, les chevaux partaient au pré, enfin en tout cas bougeaient, ils vivaient dehors. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les différentes phases de préparation ou repréparation des chevaux pour une compétition ? Parce qu'ils ont 2-3 mois, vous me disiez, d'arrêt pendant l'hiver, peut-être même un peu plus. Et après, ils reprennent la compétition. Comment est-ce que vous gérez ces temps de reprise ? Est-ce que c'est progressif ? Et puis, plus spécifiquement, sur une semaine comme celle-ci, comment est-ce qu'ils sont préparés les 7 jours précédents ?
Je pense que Virginie et moi, on va un peu dire plus ou moins la même chose, mais quand on redémarre un cheval d'âge, si on parle d'un cheval du coup de haut niveau, il ne repart jamais totalement de zéro, parce que Christophe peut peut-être affirmer la chose, mais il y a, à la différence justement par contre des humains, le cheval a réellement une mémoire musculaire et l'empreinte des kilomètres et du temps surtout passé sur la piste est enregistrée plus ou moins à vie dans leur corps. Mais après, ça reste des animaux qui, pendant l'hiver, se déforment, prennent de l'état, parce qu'on essaie de vraiment prendre soin de leur mental, parce que c'est un élément prépondérant. Il faut qu'ils aient envie, même s'ils sont capables de le faire, il faut qu'ils aient en plus envie. Donc quand ils redémarrent après l'hiver, souvent on redémarre par des phases plus ou moins longues, mais d'au moins un mois, on peut dire à peu près la même chose, où ils font du long, du lent, pour réactiver un petit peu tout le système musculaire et osseux à se repartir au travail, proprioceptif également. Et après, plus ou moins progressivement, toujours très progressivement, on instaure des séances qui peuvent être dites d'allure, ou des boucles un peu plus longues, ou du moins des séances de galop, c'est-à-dire qu'on les met plus après en souffle et on les fait un peu plus répéter, mais tout en respectant toujours des temps de repos après ces séances-là. Et on a plus ou moins l'habitude, selon les centres d'entraînement, de faire ce qu'on appelle des long rides. C'est souvent donc des séances vraiment plus longues. Pour un cheval de 160, ça peut être, selon les maisons, entre 40 et 60 km. Certains font un peu plus aussi. Ça dépend, encore une fois, du contexte, de nos chevaux et tout. Mais on répète des efforts un petit peu plus longs, avec un petit peu plus de vitesse, pour les faire, en fait, leur donner une montée un peu en puissance physique, de manière à essayer de les emmener le mieux possible le jour J. Et même si parfois tout semble au vert, il faut de nouveau s'adapter le jour J avec les conditions et tout ça. Nous, on fonctionne un peu de la même façon. Et après, on les observe beaucoup. Il faut savoir que le premier critère éliminatoire quand même pour nous, et dès le plus petit niveau, c'est la boiterie ou les régularités. Donc déjà, on exerce beaucoup notre œil par rapport à ça, pour adapter la repréparation, parce qu'on a certaines fois des chevaux qui montrent des petites irrégularités, puis on voit que ça peut être une pathologie, ou ça peut être seulement un peu de rigidité suite à un repos, etc. Donc là, on va réadapter pour les amener le plus possible. Et pareil, quand on sélectionne les chevaux au début, il y en a qui naturellement ont des locomotions, qui arrivent à galoper dans des tranches petites, où nous, on va dire que les tranches de galop sur les chevaux d'endurance, ça va être entre 20 km/h, 19 km/h et 22. Il faut qu'ils soient à l'aise quand même dans cette fourchette. Et il y en a qui ont ça naturellement et d'autres qui ont besoin de le travailler un peu plus. Donc on l'intègre aussi dans les repréparations. Christophe, dans le suivi des chevaux, est-ce que vous mettez en place, recommandez des soins de balnéothérapie, des ostéos, tout ce que nous on connaît très bien dans le saut d'obstacle où les chevaux sont extrêmement bien suivis, masseurs, physio, etc. Est-ce que c'est le cas aussi pareil pour ces chevaux-là ? Je pense que les chevaux d'endurance sont particulièrement bien choyés. Et ce que j'entends par là, c'est que c'est la discipline où les chevaux sont le plus proches de la nature. Donc en fait, choyer un cheval, c'est aussi lui donner de l'espace, le laisser aller à l'herbe, ne pas dormir dans un box et avoir une vie la plus proche de la nature, parce que le jour de la compétition, on va lui demander de se comporter comme un cheval en troupeau qui veut être le premier du groupe. Donc voilà, en ce sens, je pense que ce sont les animaux les plus choyés. Et après, quand on est en déplacement, on voit très bien comme ils sont pouponnés, bandés, brossés, promenés dans l'herbe. Quand on est en déplacement, il y a toujours un groom qui fait brouter le cheval, il se relaie, les chevaux ne sont jamais dedans, à part la nuit. Donc oui, ils sont pouponnés et adorés par leurs cavaliers. Quand je vous ai dit qu'on avait reçu Charles juste avant ou après vous, je ne sais pas comment va être formulé cet épisode encore, vous avez rigolé en disant que vous n'étiez peut-être pas les élèves les plus disciplinés de son cours. J'aimerais bien savoir aussi quelle est la part de la préparation physique du cavalier dans la performance, parce que les chevaux galopent, trottent pendant un certain nombre de kilomètres, mais vous êtes dessus quand même pendant un certain nombre de kilomètres aussi. On a rencontré les voltigeurs pour ces épisodes qui ont insisté évidemment sur la nécessité d'être le plus léger possible, le plus gainé possible. Pour vous, comment ça se passe de ce côté-là ? Mais c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on est des cavaliers très présents pour nos chevaux parce qu'on leur indique où aller, et un peu on les incite dans les allures, mais il faut qu'on soit également les plus gainés possible. On est présent tout en essayant d'être un peu absent finalement. On essaie d'être les plus discrets possible lors des transitions,
parce qu'on sait qu'on passe des heures et des heures sur nos chevaux et répéter des impacts ou des choses comme ça, ça peut être traumatique pour eux. Donc on est très, très vigilant sur ça et justement c'est au travers de l'apprentissage qu'on essaie de laisser passer à nos cavaliers, parce que Virginie comme moi on est aussi enseignante. Moi j'insiste toujours sur le fait qu'il faille par exemple mettre le poids du cavalier dans les étriers et non pas sur le dos, là où parfois dans d'autres disciplines on a besoin au contraire de vraiment passer le poids par l'assiette pour faire comprendre des choses à nos chevaux. Nous, justement, on doit essayer d'être le plus discret possible sur nos chevaux. Donc je pense qu'il est très important que les cavaliers soient gainés, solides, avec des jambes, surtout, j'insisterai vraiment sur le rôle des jambes, solides dans leurs jambes, parce qu'il faut avoir aussi la capacité de se mettre en équilibre, un équilibre 3 points, 2 points et demi. On varie beaucoup selon le dénivelé, selon les courbes, selon la vitesse à laquelle on va, selon aussi, mine de rien, le morphotype de notre cheval. Ici présente, Virginie et moi, on est tout à fait très différentes physiquement et on doit toutes les deux s'adapter à des types de chevaux très différents également. Donc on adapte notre équilibre en tant que cavalier pour les perturber le moins possible, tout en leur donnant la direction et en les incitant à aller au jeu et à aller se battre contre les autres pour, comme l'a dit Christophe, être le premier du troupeau à arriver. Et je pense qu'il faut qu'on soit le plus fluide possible dans nos courbes et on ne peut pas repérer un parcours. Nous, on connaît les pistes, on connaît les dénivelés, on court souvent sur les mêmes pistes, mais les pistes changent en fonction de la météo, on ne peut pas prévoir une branche, un trou. Et du coup, il faut que nos chevaux soient très à l'écoute et qu'on arrive à enchaîner toutes ces courbes sans qu'on influe trop sur leur locomotion non plus. Donc forcément, avec les kilomètres, je pense que la préparation du cavalier est très très importante pour que cette équitation ne se dégrade pas justement et qu'on ne les gêne pas. France, on m'a dit dans l'oreillette quand même que vous aviez été membre de l'équipe de France jeune d'athlétisme. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette discipline-là et puis l'équitation d'endurance ? Est-ce que vous avez des bonnes idées à partager aussi en termes de préparation physique ? Moi, surtout, la chose sur laquelle je trouve vraiment un lien, c'est l'importance des pieds. Ça peut paraître un peu curieux, mais en athlétisme, que tu sois sauteur en hauteur, heptathlète, coureur ou autre, une des plus grandes qualités qu'ont tous ces athlètes-là en commun, c'est ce qu'on appelle des qualités de pied, ça veut dire une solidité dans le pied, un rebond et un impact au sol et des adaptations proprioceptives qui font qu'on est efficace au sol. Et j'ai remarqué ça vraiment sur nos chevaux, que selon comment nos chevaux fonctionnent une fois leurs pieds au sol, il y a vraiment une différence d'efficacité, de vitesse ou autre. Et je pense que l'aspect proprioceptif est vraiment le plus important et le plus gros lien que je fais entre l'athlétisme et l'endurance. Après, il y a évidemment toute cette gestion de l'effort. En athlétisme, on ressent soi-même les choses, donc on peut tout simplement s'arrêter quand ça fait mal. Et nous, les cavaliers d'endurance, on doit réussir à l'interpréter chez nos chevaux. Et je pense que c'est une des clés essentielles qu'on doit développer en tant que cavalier, c'est vraiment d'être sensible, de prendre beaucoup de temps à observer nos chevaux pour essayer d'être pas en retard, du moins le moins possible en retard sur ce qui se passe, parce que ces chevaux-là de haut niveau, ils gardent beaucoup de choses en eux. C'est des chevaux très solides qui ont été longuement formés. Et des tout petits détails font parfois varier beaucoup de choses, mais c'est à nous de rester concentrés sur ça et à la vraie différence de l'athlète quand on est pour soi-même, du moins, où on ressent les choses. Si vous aviez un conseil de préparation physique à des cavaliers amateurs de loisirs, un seul exercice à faire pour se préparer à monter à cheval, tout simplement, ce serait quoi ? Eh ben, moi, je conseillerais à n'importe quel cavalier d'aller parcourir, on en a parlé ce matin, c'est marrant, aller faire un trail de 3 à 5 km soi-même, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se rend compte de comment gérer le dénivelé. Et ça évite de faire trop d'erreurs quand on est à cheval. Au moins, on apprend vraiment comment gérer le dénivelé et les courbes. Donc je conseillerais vraiment beaucoup aux cavaliers d'aller eux-mêmes courir pour se rendre compte de ce que c'est que de gérer un effort long et lent. Merci beaucoup à vous trois. Je vous souhaite une très bonne compétition.